Pour cette dernière édition à la une de l'actualité, ce soir, les suites de la visite du ministre des Affaires étrangères du Japon au Sénégal ce lundi. Il a été reçu en audience par le chef de l'État au menu des échanges, des questions d'intérêt commun et la coopération dynamique dans plusieurs domaines, notamment dans la santé, l'agriculture, entre autres. Et puis, le projet de loi modifiant la loi 2969 relative à l'état d'urgence et l'état de siège adopté à la majorité par les députés. Deux nouveaux articles relatifs aux catastrophes naturelles et sanitaires ont été intégrés. On verra tout cela tout à l'heure. Dans l'actualité également, cet appel des autorités sanitaires à un meilleur respect des mesures édictées pour stopper la propagation du Covid-19. Les clignotants sont au rouge dans les services de réanimation. Le nombre de cas graves ne cesse de croître, même si les dispositifs sont mis en place pour parer à toute éventualité. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs, bienvenue et merci de nous recevoir chez vous. D'abord, en plus bref, sachez que le chef de l'État a eu aujourd'hui une audience conviviale avec le ministre des Affaires étrangères du Japon. Des discussions sur des questions d'intérêt commun, la coopération dans plusieurs domaines, l'agriculture, la santé avec la lutte contre le Covid-19, l'hydraulique, l'éducation et la formation. Les échanges ont également porté sur le forum de Dakar sur l'OIF, sur la sécurité en Afrique et sur la TICAD, dont la 8e édition se tiendra en 2022 en Tunisie. Un peu plus tôt, le ministre des Affaires étrangères du Japon a été reçu par son homologue sénégalais. Ensemble, ils ont passé en revue la coopération bilatérale, coopération fructueuse dans plusieurs domaines, dont celui de la santé, avec le soutien du Japon à la CMU, la couverture maladie universelle. Le compte rendu avec Lamarana Diallo et Youssouf Kaba. Le Japon et le Sénégal, c'est de l'histoire. Une coopération vieille de plusieurs décennies. Il a été question donc au cours de cette rencontre de passer en revue l'exemplarité de ce partenariat qui a abouti à la réalisation de plusieurs projets au bénéfice des populations du Sénégal. La coopération japonaise s'est fortement impliquée dans la recherche de développement au Sénégal, et cela à tout point de vue. Le Japon poursuit ses efforts à travers le processus de la TICAD pour réaliser la couverture sanitaire universelle, CSU, en Afrique. Notre soutien pour l'aménagement du système de la santé démontre aujourd'hui sa véritable valeur en ce moment de la lutte contre la Covid-19. Je tiens à renforcer davantage la relation bilatérale dans un éventail de domaines et à la base de notre amitié de longue date. L'axe Dakar-Tokyo s'est toujours illustré dans une parfaite cohésion entre les deux nations, affichant ainsi une connotation de diplomatie économique qui vient encore une fois mettre plus de 37 milliards de francs CFA à la disposition du Sénégal pour appuyer la production risicole dans la vallée du fleuve Sénégal. Je suis heureuse que dans les autres secteurs de notre coopération, tels que l'hydraulique, vous travaillez au dessalement, à la mise en place d'une usine de dessalement de l'eau de mer. Nous allons bientôt commencer ce programme. Également à l'acquisition de pirogues pour la pêche en fibre de verre. Cela non seulement modernisera le secteur de la pêche, mais va nous aider à lutter contre l'immigration irrégulière. Mais là où je voudrais vraiment insister, c'est sur le plan de notre coopération dans le domaine sanitaire, où vous avez soutenu la couverture maladie universelle, qui est un programme extrêmement cher au président Macky Sall, qu'il a mis en place dès qu'il a été élu par le peuple sénégalais, et qui est une de ses plus grandes innovations ici en Afrique. Dans ce sens, nous remercions le Japon pour son soutien multiforme et nous vous remercions à vous personnellement depuis hier que nous avons eu les entretiens de vouloir encore confirmer ce soutien-là et cette assistance du Japon au Sénégal. Cette rencontre confirme l'aboutissement de plus de 60 ans de coopération entre le Sénégal et le Japon, une coopération dynamique au lendemain meilleur en termes de perspectives, notamment sur le plan sportif et économique. Autre titre ce soir, l'Assemblée nationale a adopté le projet de loi modifiant la loi 2969 relative à l'état d'urgence et à l'état de siège, je vous le disais. Deux nouveaux articles relatifs aux catastrophes naturelles et sanitaires ont été intégrés dans la nouvelle loi. Synthèse des travaux avec Fatma Mbaké et Ibrahim Diédiou. 4 heures de débat, 35 orateurs. Une dizaine de députés a d'abord pris la parole. Ceux de la majorité parlementaire
ont défendu le projet de loi parce que pour eux, l'heure est grave. Comment sauver des vies? Et sont allés jusqu'à rappeler que même l'Assemblée nationale n'a pas été épargnée par le virus. L'opposition a failli se déchirer sur certains aspects. Elle avait même proposé une motion préjudicielle que les parlementaires ont rejetée. Quelques minutes après, suspension de séance. À la reprise, les députés ont soulevé quelques points relatifs aux horaires du couvre-feu qui restent maintenus de 21h à 5h du matin. Toutes les décisions, rappelle le ministre de l'Intérieur, ont été prises dans le but de protéger davantage les populations contre la Covid-19 et que les nouvelles mesures viennent renforcer l'état de droit. Pour l'heure, indique Antoine Félix Diome, la durée du couvre-feu reste maintenue à 1 mois, renouvelable. Les articles relatifs aux catastrophes naturelles ou sanitaires ont été intégrés dans la nouvelle loi. Les députés ont voté à la majorité le projet de loi modifiant la loi de 1969 sur l'état d'urgence et l'état de siège, soit 51 ans après. Cette loi devient désormais une loi relative à l'état d'urgence, à l'état de siège et à la gestion des catastrophes naturelles ou sanitaires, une modification qui intervient en pleine pandémie de Covid-19. Voici les explications du ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Abdoulaye Diome. Aujourd'hui, avec ce vote, nous pourrons obtenir un régime administratif nouveau qui est adjoint à ce qui existait auparavant et qui permet de gérer les questions de catastrophes naturelles et de sanitaires sans recourir à l'état d'urgence. Les députés l'ont tellement bien compris, les honorables députés l'ont tellement bien compris qu'eux-mêmes l'ont relevé. Il ne s'est point agi de faire perdre donc, du pouvoir à l'Assemblée nationale, mais il s'agit plutôt, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, d'avoir un autre régime, mais un régime qui répond plus efficacement à ce type de pandémie que nous ne connaissions pas auparavant. Parce que la loi de 1969, en fait, était une loi qui visait à réglementer des questions relatives à des atteintes d'ordre sécuritaire. Mais la gestion de cette pandémie est très différente donc de la prise en charge de questions d'ordre purement sécuritaire. Il s'agit plutôt de questions sanitaires. Dans les territoires, les élus organisent la riposte du Covid-19. Ils ont décrété la mobilisation générale suite à l'appel du chef de l'État à l'issue de la réunion de crise du CNGE la semaine dernière. Les élus qui ont tenu une réunion d'urgence mise sur un dispositif anti-Covid renforcé et une nouvelle stratégie de sensibilisation, nous dit Salosek. C'est une réunion d'urgence pour répondre à l'appel du chef de l'État. Au ministère en charge des collectivités territoriales, la tutelle et les élus mesurent la gravité de la situation. L'heure est grave, le président Macky Sall l'a dit, l'heure est grave et cela nécessite une mobilisation de toutes les couches, des élus, parce que tout se passe dans les territoires, des jeunes, des femmes, des Badjanougor, de toutes les personnes. Pour faire face à cette deuxième vague de Covid-19, des stratégies ont été mises en place. La première, c'est un plan de riposte renforcé, mais adapté. En quoi faisant une campagne d'information et de sensibilisation, tous azimuts, dans tous les segments, en termes d'information, de sensibilisation sur les mesures barrières qu'il faut respecter. La mobilisation des ressources sera également au cœur de la riposte. Ceux qui ont déjà voté le budget vont procéder à des rémunérations budgétaires. Ceux qui sont en moment en train de réaliser voter le budget, qu'ils l'inscrivent en bonne place et des moyens subséquents, parce que la santé aujourd'hui est la priorité des priorités. C'est le lieu, comme je l'ai dit, de magnifier cette participation au nom du président Macky Sall et de me féliciter aussi de cet engagement renouvelé pour cette phase-là, de cette épidémie, cette seconde vague, des engagements pris en termes de sensibilisation, en termes de mobilisation de ressources, pour qu'ensemble nous puissions donc lutter efficacement contre cette pandémie. Les élus territoriaux s'engagent ainsi à jouer pleinement leur rôle. Pour rappel, depuis l'apparition de la Covid-19, plus de 8 milliards de francs CFA ont été mobilisés par les maires
et les présidents de conseil départemental pour faire face à la pandémie. Pendant ce temps, les contaminations, décès et cas graves repartent à la hausse. Le corps médical craint une saturation du système de santé, une non-maîtrise des malades en réanimation. Le directeur du SAMU national, le professeur Mamoudou Diarabey, appelle dans la foulée au respect des gestes barrières pour stopper la propagation du virus. Ramatadem. Le Sénégal vit aujourd'hui une situation difficile pour le personnel médical. Pour les cas positifs, les chiffres grimpent au quotidien, ce qui montre que le virus circule rapidement, entraînant ainsi une augmentation des cas graves, et ce, en réanimation. Au-delà des cas graves traités en réanimation, nous avons également des cas sévères. Et ça, c'est très important. Parce que les cas sévères, en fait, aujourd'hui, si on note bien, ce sont les cas sévères qui sont dans les CTE, qui nécessitent une prise en charge rapprochée, qui nécessitent parfois l'administration d'oxygène et d'autres médicaments, sont dans les CTE. Il faut noter qu'on en a à peu près 300. La consommation d'oxygène est plus grande dans les CTE, ce qui s'accompagne d'un besoin de personnel compétent et en permanence. En moyenne, les malades prennent à peu près 10 à 15 litres par minute. On peut comprendre aisément donc la charge de travail. Et pour ces patients, la surveillance est également difficile. C'est, en tout cas, quand on est en surveillance continue, 1 à 3 soignants par patient, et ceci de façon très rapprochée. Quant à la prise en charge à domicile, il faut suivre de très près les personnes asymptomatiques pour éviter tout dérapage. Il faudra veiller, en tout cas, à la contamination, mais il faudra également veiller à avertir très rapidement les structures de santé en cas d'aggravation. Et c'est dans ce cadre-là que le SAMU joue un rôle très important, parce que ces alertes, nous les recevons sur le 15-15, et chaque fois qu'il y a une détresse, il faut appeler très vite. Respectons les mesures barrières, évitons les rassemblements inutiles. Conseil du ministère de la Santé pour freiner la propagation du virus. Pour l'heure, le vaccin reste le seul espoir pour arrêter le coronavirus. Plusieurs pays ont lancé les campagnes de vaccination ciblées. Elles concernent les personnes âgées et le personnel de santé. Les campagnes de masse sont prévues à la fin du premier trimestre 2021. On reste avec vous, Ramatadem. Allemagne, 26 décembre. L'Allemagne est confrontée à une flambée de l'épidémie. La priorité est donnée aux plus de 80 ans et au personnel soignant. Berlin, une salle de concert reconvertie en centre de vaccination. BioNTech est aujourd'hui le seul vaccin utilisé. Environ 35 000 personnes sont vaccinées par jour, du lundi au dimanche. L'objectif, 8 500 000 personnes pour ce groupe prioritaire qui doit être vacciné. Au Japon et au Brésil, la vaccination devrait démarrer en mi-février. Aux Pays-Bas et en Belgique, la campagne vient juste de commencer ce 6 janvier, bien après la France, où la priorité est donnée au personnel soignant. La Belgique estime pouvoir vacciner 70% de sa population. À Rome, en Italie, l'objectif est de 6 millions de vaccinations d'ici fin mars. La communication utilisée en priorité pour sa campagne de vaccination, des pavillons temporaires installés sur les places pour vacciner, des pavillons en forme de fleurs, celle de l'espoir. Seuls les soignants et résidents en maison de retraite sont vaccinés pour le moment. La campagne de masse va tout de même démarrer en mars en Italie avec l'aide de l'armée et 15 000 soignants embauchés pour vacciner les populations. La Russie, elle, a démarré très tôt, en début décembre, avec le vaccin maison Sputnik. La livraison des vaccins à temps reste le principal casse-tête. La capacité de production est limitée également, alors que la Russie doit également honorer les commandes de l'étranger. En sport, on parle de la présidence de la CAF et sachez que le comité d'urgence de l'instance a chamboulé le processus électoral. Il demande à la commission de gouvernance de transmettre à la FIFA la liste définitive des candidats dans les plus brefs délais. Retenez également que l'international sénégalais Boulaye Dia est co-meilleur buteur du championnat de France avec 12 buts à l'issue de la phase allée. On en parle dans Actu Sport Express avec Ibrahim Mbou. C'est le premier à contester la validation des candidatures. Le président de la fédération mauritanienne, Ahmed Yahya, fustige la décision de la commission de gouvernance de la CAF qui a retenu les dossiers de Maître Senghor et d'Anouma.
Les candidatures d'Ahmed Yahya et Motsepe feront l'objet de contrôles supplémentaires. Le communiqué publié dimanche par le comité d'urgence de la CAF désavoue quelque part la commission de gouvernance et l'invite à transmettre la liste définitive des candidats à la FIFA dans les plus brefs délais. L'international sénégalais Boulaye Dia, co-meilleur buteur de la Ligue 1 française aux côtés de Kylian Mbappé. Boulaye Dia a réalisé un doublé face à l'AS Saint-Etienne lors de la 19e journée. L'attaquant rémois a marqué 12 buts en 17 matchs. Boulaye Dia, le doublé pour l'attaquant sénégalais. Le mondial de handball commence mercredi en Égypte, mais à huis clos. C'est la deuxième fois que le pays des pharaons accueille la Coupe du monde de handball. 32 pays seront en lice. Les joueurs vont devoir s'adapter à la bulle sanitaire. Ils ne sortiront de leur hôtel que pour les entraînements et les matchs. Hubert Auriol n'est plus. Il est décédé dimanche à l'âge de 68 ans des suites d'un AVC. Hubert Auriol était l'une des légendes du Dakar. C'est le premier pilote à remporter la course en moto et en auto. Hubert Auriol, surnommé l'Africain, a été le directeur du rallye de 1995 à 2004. Et puis, pour finir, retour sur la réaction du président de Copega. Il réagissait sur le prix de l'arachide sur le marché. Il était invité de la matinale Kinkilibat ce lundi. La notion de prix plancher, parce que dans la détermination du prix, il y a la notion de plancher que l'État du Sénégal avait mis en place pour protéger les revenus du producteur. Parce que dans un système libéral qui n'est pas encadré, ça dit qu'on suit la fluctuation du prix sur le plan international. Et que si le prix est en baisse, est-ce que ça va rémunérer le producteur ou pas? Et si le prix est en hausse aussi, ça va générer des revenus beaucoup plus conséquents pour le producteur. Et que pour pallier à cela, cette fluctuation qui est non maîtrisée par le Sénégal, l'État du Sénégal a pris quand même la notion de prix plancher pour préserver les revenus du producteur. Donc vous, ça ne vous dérange pas? Non, la notion de plancher, c'est pour protéger le producteur. Parce que le producteur, c'est le maillon le plus faible de la filière. C'est vrai. Et que c'est le producteur aussi qui produit. Parce que s'il n'y a pas de production, il n'y aura pas de commercialisation. Vous êtes aussi dans l'exportation. Absolument. Nous sommes dans la production et l'exportation. Le petit jeune aussi, le fait que vous deviez observer les prix arrêtés par l'État aussi, est-ce que cela n'entrave pas un peu vos activités sur l'export? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un chemin qui s'est dressé. C'est-à-dire que la fixation du prix par le CNO, qui propose un prix, l'État aussi a rajouté un prix plancher pour préserver les revenus du producteur. Mais sur le marché, sur le terrain, il en est autre. Parce que ce qu'on appelle, il y a l'inflation positive. Avant, il y avait une inflation négative, ce qu'on appelait le BAPAT. C'est-à-dire que l'État a proposé un prix, ou bien les gens achetaient en deçà de ce prix, il n'y avait pas un marché. Exactement. Parce que le producteur n'avait pas trouvé d'acheteur. Parce qu'il y avait le système Caro-Usine qui était là, qui a été décrié même par le président de la République lors de son oral avec les journalistes. Je pense qu'aujourd'hui, les textes qui régissent quand même la commercialisation sont dépassés. C'est-à-dire que la première réforme qu'il faut faire dans le système de libéralisation, c'est-à-dire que les articles et les arrêtés ministériels du ministère du Commerce devront être revus. Parce que les arrêtés qui datent de 1988, de 1993, aujourd'hui, on est à l'ère du XXIe siècle. C'est-à-dire qu'il va falloir une certaine réadaptation des textes par rapport à la réalité. C'est pour ça qu'il y a une désarticulation de la filière. Parce qu'il y a un arrêté de 2010 qui libéralise totalement. Il y a aussi les arrêtés aussi qui encadrent la commercialisation, qui n'est pas en phase avec l'arrêté, avec le décret 2010. C'est-à-dire qu'il y a cafouillage. C'est-à-dire qu'il y a une désarticulation de la filière et tout le monde a raison. C'est ça le problème. Tout le monde a raison. C'est-à-dire que tout le monde a... Parce qu'on a des textes contradictoires. Légalement, a des arguments juridiques qu'il peut peser, qu'il peut démontrer quand même pour être dans la légalité. Et là, ça dit c'est un fighting qui est sur le terrain. Et ça, c'est dangereux. C'est pour cela que la filière a besoin d'être revue de fond en comble. Alors vous qui êtes producteur, exportateur, donc vous êtes le porte-parole, donc le porte-parole du COPEGA. Alors comment vous appréciez la présence notée sur le terrain auprès des agriculteurs, voilà, disons de ces Chinois étrangers, bon, je vais dire de ces étrangers qui sont là pour voilà, racheter toute la production, mais avec des prix vraiment fort intéressants, et cela pourrait mettre carrément en péril la Sonacos, et même vous aussi, parce qu'ils sont devenus subitement finalement vos concurrents. Alors comment vous appréciez tout cela? Non, ça, je pense que ça a été une erreur. Parce le fait de les laisser entrer sur le marché sénégalais? Il faut se rappeler le protocole. Le Sénégal a signé un protocole
pour que les graines sénégalaises rentrent en Chine. L'État n'a pas signé un protocole pour que les Chinois viennent acheter. C'est-à-dire, il faut se le rappeler. Les gens, ils laissent faire une situation, à la fin, après, ça va pourrir et ça va vraiment créer du désordre. Ouais. On n'a pas signé un protocole pour que les Chinois aillent sur le terrain acheter de l'arachide pour l'exporter lui-même. On a signé un protocole pour que les graines sénégalaises rentrent en Chine. C'est les opérateurs sénégalais. Les opérateurs sénégalais qui doivent s'organiser pour exporter l'arachide en Chine. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de ce lundi soir, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Merci de votre attention et de votre fidélité. L'info, je vous le rappelle, continue sur rts.sn, sur live.rts.sn et sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite une très bonne nuit et à demain, s'il plaît à Dieu.